Michel. Oui, alors donc pour les familles, là où on a vraiment un grand rôle à jouer, c'est quand on a les prises d'otages. Donc là, il y a un soutien familial, un lien familial qui se fait d'une façon officielle et nous, on soutient les familles durant toute la captivité. Parce qu'il faut bien se rendre compte que pour la famille, durant une crise d'otage, elle-même, elle est en otage. En fait, c'est des otages mentales. Donc elles ont un autre vécu que la personne qui est retenue en captivité. Et là aussi, on prépare la famille au retour. En fait, où on la reçoit et on lui dit voilà comment faire. Et parfois, il y a exactement aussi une histoire de sas qui est besoin pour la personne avant de retourner dans la famille. Donc là, il y a un grand travail à faire. Aussi, les familles peuvent être un grand soutien dans les autres situations ou par les médias modernes, à travers Skype ou comme ça peut être vraiment des ressources où les personnes peuvent rentrer en lien avec la famille et qui est très très importante. Donc, une réaction, justement. Oui, c'est un écho, madame, à ce que vous venez de dire. Patricia Philibert, secrétaire générale de l'association Otages du Monde, présidée par Jean-Louis Normandin. Effectivement, les prises d'otages et les enlèvements en général sont une immense épreuve de part et d'autre, pour l'otage là-bas et pour la famille et les proches ici. Et, pardon ? Ah oui, voilà. Et les ex-otages nous le disent souvent, elles souffrent d'une culpabilité de faire ou d'avoir fait souffrir leur famille et leurs proches. Et nous militons vraiment à Otages du Monde pour une prise en charge meilleure des familles pendant l'enlèvement, mais ensuite après, parce qu'après, elles ont tendance à s'effacer face à l'otage, l'ex-otage qui a peut-être besoin de plus de suivi. Voilà, soutenir les familles, c'est effectivement soutenir les otages et les ex-otages quand on a la chance qu'ils reviennent. Donc on pense également aux familles qui sont dans le deuil. Voilà, et j'avais une autre question. Soutenir les familles et l'otage, y compris après le retour de l'otage dans sa famille. Oui, c'est ce que je viens de dire, oui. Donc, parce qu'elles ont tendance effectivement à s'effacer et le suivi ne se fait plus ou elles le demandent moins. Et on aimerait peut-être un suivi ou en tout cas des rendez-vous systématiques pour les familles qu'elles puissent s'exprimer également après le retour de l'otage. Puis voilà, ça c'était le témoignage de Otages du Monde. Et j'avais une simple question de néophyte. Monsieur, vous avez parlé beaucoup de psychiatrie américaine. Voilà, quand vous avez décrit, quand les premiers troubles post-trauma ont été nommés et décrits, qu'en est-il de la psychiatrie française ? Je n'y connais absolument rien. Oh là, je vais faire bref. Premièrement, très récemment, les nouvelles technologies nous permettent de visionner les zones du cerveau qui sont altérées dans ces états de stress. Donc, ça nous enlève toute idée que, j'allais dire, c'est du vent, c'est l'impression, c'est du moral, etc. Le stress produit des lésions au niveau mésencéphalique sévères qui vont rendre un trouble anxieux aigu, vont lui donner une forme de trouble anxieux chronique et tout ce phénomène de répétition. Le peu que nous sommes de psychiatres militaires, de psychiatrie militaire par rapport à l'énorme machine américaine, en tous les cas, on a des capacités d'innovation et on travaille avec eux. Actuellement, il y a 2 protocoles pour expérimenter des médicaments qui vont agir sur le PTSD. C'est la loxapine à l'hôpital Percy et c'est chez moi à Toulon la prazosine. Il y a toute la démarche psychanalytique, et je vais donner des noms comme M. Barrois, qui a écrit La névrose traumatique et qui a été le chef de file de tout un mouvement de prise en charge et de compréhension psychopathologique du traumatisme et qui nous a beaucoup inspiré dans la façon dont nous écoutons et nous savons prendre en charge nos vétérans. Donc on est le couteau suisse, on utilise les différentes techniques, et il y a cette veille psychologique et il y a ces travaux de recherche dont je vous ai parlé. Un petit mot. La psychiatrie et la psychologie française aujourd'hui dans le champ du trauma. Alors bien sûr, il y a le travail des armées, mais dans le milieu hospitalier aussi, il y a énormément de praticiens et de cellules d'urgence médico-psychologique à destination des civils, des centres de consultation en ville. Alors c'est avec des répartitions très inégales sur la France. Et pour revenir sur le côté historique du psychotrauma dans le monde et dans la psychiatrie, aujourd'hui, les courants anglo-saxons sont extrêmement influencés par un psychologue français de la fin du 19e siècle qui s'appelle Pierre Janet et qui a été très important dans la redécouverte du trauma dans les années 80 et qui continue d'inspirer les psys du monde
volontiers. Voilà, pour la petite French touch sur le trauma. Merci. Pierre Micheletti, médecin du Monde. Oui, donc Pierre Micheletti, ancien directeur des opérations et ancien président de Médecins du Monde. J'ai une remarque qui me permettra de faire le lien et de poser des questions plutôt aux collègues d'ACF et de MSF. Il n'y a pas longtemps, il y a eu la dernière publication de la revue Inflexion, dans laquelle, du reste, je pense que vous avez publié, si j'ai bonne mémoire, tout à fait, que j'invite d'ailleurs tous les participants à lire. Ça s'appelle En revenir. Voilà. Et il y a l'article fait par Virginie Vautier sur le SAS de Chypre. Alors, juste, je vous laisse parler. Ouais, allez-y. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a un article qui s'appelle « À pied, à cheval, en voiture ». Et probablement que le fait que l'on revienne en quelques heures du théâtre d'opération d'intervention dans son milieu familial et traumatogène, c'est la raison d'être du SAS, c'est recréer un espace de temps où on puisse souffler, se retrouver avant d'être réintroduit dans l'état dans lequel on est parmi les siens. Je vous laisse reprendre. Oui, donc si on en doutait, la lecture de la revue montre combien la question aujourd'hui de la prise en compte de la dimension psychologique ou psychiatrique des militaires en opération est une préoccupation omniprésente. J'étais aussi très étonné à la lecture des articles du caractère paternel des témoignages des officiers supérieurs qui ont écrit dans la revue. Non, mais c'était un peu surprenant de le lire de la part du chef de corps des chasseurs alpins de Vars, par exemple, qui depuis lors a bougé, etc. Et je vais faire le lien. La famille a été évoquée. C'était un point que je voulais souligner parce que dans la revue, vous évoquez beaucoup le rôle de contention ou les difficultés de l'interface au retour entre les militaires et les familles. Et c'est là que je voudrais faire le lien avec un autre sujet traité, mais plutôt pour poser la question à nos collègues des ONG. Dans la revue, il est aussi beaucoup de questions de la famille, de la difficulté de rencontre avec la famille, mais aussi des difficultés de réinsertion et de réadaptation du soldat dans son univers militaire et ou dans son univers professionnel ensuite, s'il quitte l'armée. Et j'ai l'habitude de dire pour les humanitaires que ce qui caractérise l'action humanitaire, c'est ce que je qualifierais d'expérience de l'extrême. Extrême dans les lieux où on va avoir accès, extrême dans les sentiments qu'on peut avoir au sein d'une équipe, dans les responsabilités qu'on a, dans les amitiés, dans les amours comme dans les haines, dans les peurs. Et que donc, une des difficultés des humanitaires dès lors qu'ils deviennent des cadres chevronnés de terrain, c'est le réatterrissage. Et il y a une espèce d'ambiguïté dans la relation avec le stress qui à la fois génère de la difficulté, voire des pétages de plomb sur le terrain ou au retour, mais qui a un côté addictogène quand même, ou en tous les cas, on peut se poser la question de savoir si, dans ces expériences de l'extrême chez les humanitaires, est-ce qu'on fabrique de nouveaux toxicomanes ou des inadaptés sociaux ? Une question. Réponse. Je peux peut-être répondre directement à ça. Ça rebondit un petit peu avec ce qui était dit par vous tout à l'heure. La fin de mission, même une mission selon nos critères qui s'est très très bien passée. Alors il faut toujours savoir, une mission qui s'est très très bien passée, il n'y a pas grand-chose à en dire au final. Mais il y a toujours quelque chose à en dire. Et on est quand même toujours en surstimulation pendant une mission, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, les temps de mission sont très courts. Même 6 mois, on peut vraiment dire que ça induit un surinvestissement. C'est-à-dire qu'on va avoir 6 mois pour aller jusqu'au bout de nos limites. Quand même. Ne serait-ce que le cadre de travail que l'on propose peut aboutir à ce risque-là. Et pour moi, la fin de mission, j'emploie le terme de chute narcissique d'une certaine manière. On a eu des responsabilités qui par moments sont incroyables, qu'on n'avait jamais eu avant. Si on a réussi en plus à s'adapter à ça, il y a quand même quelque chose qui est assez enivrant. Et puis d'une certaine manière, on a eu notre shoot d'adrénaline, parce qu'on en a sécrété énormément, tout. Et notre dealer, il est au coin de la rue, puisqu'on rentre, et si ça s'est bien passé, il y a de fortes chances qu'on nous repropose une dose assez rapide, puisque ça s'est bien passé de toutes les manières. Donc on est dans un système qui est fait pour ça. Là, après, voilà, l'objectif d'une organisation, c'est de mettre en place des projets, des opérations pour aller soigner. On est bien d'accord, c'est l'objectif premier. Mais c'est là où il faut mettre nous-mêmes des limites parce qu'on va accélérer le processus pour la personne. Et moi, personnellement, pour avoir fait des missions et avoir été la personne qui envoie des gens au casse-pipe, clairement, j'ai été pris dans cette accélération et dans cette pression. Or, il me semble quand même quasiment indispensable que la personne puisse redescendre et puisse se reconnecter à sa famille aussi, parce que c'est plutôt une des conséquences. Moi, je le vois un peu. Moi, c'est plus là que je le vois, hein, c'est-à-dire des ruptures familiales, des ruptures amicales.
où certains expatriés ne savent même plus si leurs amis ont 2 ou 3 enfants. Maintenant, ils en ont loupé un en route. Voilà, là, on en arrive effectivement dans quelque chose qui peut être très questionné. Et souvent, en tant qu'ONG, on a du mal à mettre cette limite-là parce qu'on a besoin de personnes qui ont cette flexibilité d'aller sur le terrain rapidement. Alors là, on est vraiment souvent dans un vrai... pour moi, la réponse se situe sur un positionnement clair d'une organisation, voire d'une présidence ou d'un directeur des opérations, pour pouvoir essayer de remettre en perspective les choses et de remettre du temps. C'est souvent effectivement ce qui nous manque au moment du retour. Très bien, merci. 3 questions encore, donc oui. Je vous laisse la parole. Bonsoir, Hélène Félix-Bancharel, je suis consultante en gestion de stress, ex-CICR, et maintenant travaillons essentiellement avec la Croix-Rouge française. Je voulais juste revenir sur la question de la famille. On a dit que la famille était un élément très important. Moi, je vois avec tous les DMI que je forme chaque année, et je dois être à peu près 500 DMI actuellement, que le retour et le contact avec la famille et les proches peut être un facteur de stress. Et que bien souvent, la famille peut être soutenante, mais au retour de mission, on voit qu'au moment du retour, il y a un niveau de stress qui monte à nouveau, parce qu'il faut se reconnecter avec la vie quotidienne, parce qu'il faut se reconnecter avec la prochaine mission, parce qu'il faut faire le deuil de la mission qu'on vient de faire, parce qu'il faut retrouver les proches et la famille. Et souvent, ce décalage, à chaque fois, ce qui est évoqué, je dirais, dans 100% des cas, ce qui a été évoqué par les DMI à ce moment-là, enfin les délégués en mission internationale, c'est le décalage avec les proches, la famille, la vie quotidienne et le retour. Et la question du retour n'est pas à négliger, parce qu'il y a un gros travail à faire à ce moment-là. Ça, c'était le petit témoignage. Moi, j'ai une question par rapport à la formation. On sait pertinemment qu'on ne peut pas prévenir le trauma. Par contre, on peut former les personnes qui partent à une meilleure gestion de leur stress. Et je pense que mieux on gère son stress et moins on est vulnérable au trauma, enfin, j'imagine. Et je voulais savoir au niveau de chacune des institutions, qu'est-ce qu'il y a en termes de formation, en termes de bonne connaissance de soi. On a parlé à un moment donné de la connaissance de soi, on a parlé de la connaissance de ses propres facteurs de stress, de ses propres symptômes de stress, la connaissance de ses propres ressources. Est-ce que là, enfin, pour moi, il y a quelque chose d'important à mettre en place auprès des personnes qu'on va envoyer sur le terrain, avant de les envoyer, de dire... mieux je sais qui je suis, comment je fonctionne, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes ressources, et mieux je vais être à même de faire face à toutes ces difficultés et de gérer ce stress-là. Donc, c'était voilà, ma question, elle est plus qu'est-ce qu'il y a en termes de formation ?